Le XXe siècle a vu l'émergence d'un nouveau type de guerre, où les machines régneront en maître sur les champs de bataille. Les assauts d'infanterie conventionnels étaient voués à l'échec. Des hommes de chair et de sang ne pouvaient tout simplement pas traverser ce type de défense. Une féroce course à l'armement conduira à la création d'armes toujours plus meurtrières. Ces mitrailleurs postés sur les chars avaient pour but d'éliminer l'ennemi si l'ordre de le faire était reçu. Le développement de véhicules puissants et innovants fera la différence entre victoire et défaite. C'est un des héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale. La quête de la suprématie militaire conduira à la création de machines capables de détruire l'humanité elle-même. Il y a très peu de place pour les erreurs. Et la moindre d'entre elles pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Dans cet épisode, la bataille épique de la Seconde Guerre mondiale dans le désert nord-africain. Rommel est un homme d'action, un général qui veut que les choses soient vite faites et bien faites, et qui est prêt à prendre des risques. Face à Rommel, les rats du désert de Montgomery, l'une des unités les plus coriaces de l'armée britannique. L'opération devait durer 5 jours. Ce fut l'une des meilleures opérations blindées britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce combat de titans, les Britanniques ressortaient enfin vainqueurs. Le succès reposait sur les machines de guerre des deux camps et de leur puissance de feu extraordinaire. Cet obus de tungstène perforait le côté de la tourelle et rebondissait à l'intérieur jusqu'à ce que tout ce qui s'y trouve soit anéanti ou ait pris feu. La victoire dans le désert a été âprement disputée et a changé le résultat de la Seconde Guerre mondiale. Le 22 juin 1940, la France capitule face à l'Allemagne nazie après 6 semaines de combat. L'armée allemande, la Wehrmacht, a pris d'assaut les champs de bataille de la Première Guerre mondiale où leurs prédécesseurs s'étaient enlisés pendant 4 ans. L'armée française et le corps expéditionnaire britannique, ou BEF, sont battus. Nous n'avions pas de couverture aérienne, nous n'avions pas les armes et l'entraînement nécessaires. Et le BEF ne s'attendait pas à devoir affronter quasiment seul la toute-puissante Wehrmacht pendant que l'armée française s'effondrait. Durant la bataille pour la France, les chars britanniques se révèlent mécaniquement peu fiables et souvent incapables de pénétrer l'armure des panzers allemands. C'est une humiliation. Mais très vite, un nouveau front de bataille apparaît, offrant une seconde chance aux armées. Comment se comporteront les machines de guerre de l'armée britannique dans les déserts d'Afrique du Nord? La guerre dans le désert commence en septembre 1940 à cause des ambitions territoriales du dictateur italien Benito Mussolini. Mussolini se sentait privé de la victoire. L'Allemagne avait conquis la France, mais lui, rien. En 1940, la Grande-Bretagne était affaiblie. Les troupes s'étaient retirées de France et la bataille d'Angleterre avait commencé. Pour les Italiens, c'était l'occasion de s'installer en Égypte. Hitler ne s'intéressait pas à l'Afrique du Nord ou la Méditerranée. La bataille pour la France terminée, il visait maintenant la Russie. Mussolini, lui, en avait assez de rester dans l'ombre de son glorieux allié. Son armée n'avait connu aucune victoire. Il voulait gagner une bataille. Il voulait conquérir l'Afrique du Nord. Mussolini dispose d'une armée gigantesque de 250 000 hommes postés en Libye. Son plan consiste à envahir l'Égypte et à s'emparer du canal de Suez pour accéder aux champs de pétrole du Moyen-Orient. Face aux Italiens se tient la Western Desert Force, forte de 36 000 hommes. Elle est composée de l'infanterie et d'unités blindées britanniques, australiennes et indiennes.
Elle acquiert très vite le surnom initialement donné à la 7e division blindée britannique, les Rats du désert, qui avait une gerboise comme emblème. L'un des chars les plus utilisés par les Rats du désert, grâce à son blindage renforcé et son canon de 2 livres, était cette machine. Un char d'infanterie britannique de 29 tonnes, connu sous le nom de Matilda. Au musée des chars de Bovington, en Angleterre, un Matilda de la Seconde Guerre mondiale est en cours de restauration. Elle permet de mieux comprendre la machine et ceux qui l'ont fabriquée. Le char est arrivé pour un entretien de routine et ça s'est transformé en une restauration de 3 ans, toujours en cours. Le but est de faire à nouveau fonctionner le véhicule comme à sa sortie de l'usine. Il y a une certaine archéologie technique qui est nécessaire quand on s'attaque à une machine d'une telle valeur historique. Les boulons sont coupés d'une certaine longueur qu'on ne trouve plus de nos jours. Parfois, les côtés sont aplatis pour que le système puisse fonctionner. Les concepteurs du Matilda ont eu du mal à trouver un moteur assez puissant pour le propulser. Mais ils ont finalement trouvé une solution. Non pas un, mais 2 moteurs diesel de 95 chevaux vapeur allant jusqu'à 15 km/h. Plus rapide que les chars italiens. C'est l'un des 2 moteurs qui équipe le Matilda. On est en train de le préparer pour des essais. En 1939, de nombreuses entreprises britanniques ont réorienté leur production pour l'effort de guerre. Les chars Matilda ont été construits par des entreprises telles que Harland et Wolff, qui ont également construit le Titanic, et la fonderie Vulcan, célèbre pour ses locomotives puissantes. L'équipe de réparation du musée des chars de Bovington en apprend toujours plus sur l'ingéniosité des hommes et des femmes qui ont fabriqué les Matilda. Un élément clé de la tourelle du Matilda a été démonté et réparé. Ce composant, c'est la jonction à base rotative. Il sert à transférer l'énergie électrique et hydraulique jusqu'à la tourelle. La jonction rotative permet à la tourelle du Matilda de pivoter sur 360 degrés dans n'importe quelle direction. Ça, c'est la partie fixe. Et la partie supérieure pivote et distribue les raccords hydrauliques tout autour de la tourelle. À l'intérieur de ce tambour se trouvent les composants électriques. Les fils électriques passent dans la coque et sont boulonnés ici. Ils sont reliés à des points de contact qui couvrent toute la coque. Comme ça, quand la tourelle tourne, elle maintient un courant électrique constant. Pour dénuder un composant comme celui-ci, les électriciens et les monteurs de l'époque disposaient d'un certain nombre d'outils spécifiques. On a dû fabriquer ces outils spéciaux dont on a ici quelques exemples. On en a des élaborés et des un peu plus grossiers. Mais vous n'imaginez pas ce qu'un morceau de bois peut faire. Pour réparer ce composant en particulier, on a dû fabriquer 9 outils différents, qui auraient normalement été remis aux équipages avec le char lorsque le véhicule intégrait un régiment. À l'été 1940, les Rats du désert disposent d'environ 270 chars d'assaut, dont 50 sont des Matilda. Le 13 septembre 1940, la campagne du désert commence. Les Italiens envahissent l'Égypte, alors sous contrôle britannique. Au bout de 100 km, ils s'arrêtent et créent des champs fortifiés. Le responsable de la contre-attaque britannique connaît bien le terrain. Son nom, le lieutenant-général Richard O'Connor. O'Connor était un soldat professionnel d'avant-guerre. Il avait servi avec honneur lors de la Grande Guerre et il connaissait le désert. Il connaissait les capacités des forces britanniques. Et il savait les limites des forces italiennes qu'il a exploitées avec beaucoup d'efficacité. O'Connor conçoit un plan ingénieux baptisé « Opération Compass ». Le lieutenant-général O'Connor était sans doute l'un des plus grands généraux britanniques de la Seconde Guerre mondiale.
Lors de l'opération Compass, il s'est vu confier une tâche assez ambitieuse. Avec un nombre limité d'hommes, il allait tenter de chasser les Italiens hors d'Égypte. L'opération devait durer 5 jours. Elle a duré bien plus longtemps que ça. Et ce fut l'une des meilleures opérations blindées britanniques de la Seconde Guerre mondiale. L'opération Compass visait essentiellement à détruire les Italiens pour stopper leur attaque depuis la Libye. Comme les Italiens se déplaçaient de façon groupée le long de la côte, les forces britanniques se sont contentées de les enfermer là, tandis que O'Connor lançait une attaque de flanc par le sud, à travers le désert, pour contourner la ligne de forts que les Italiens avaient construit et détruire leur armée en attaquant le flanc et l'arrière. 50 chars Matilda émergent alors du désert à grande vitesse et frappent l'armée italienne de plein fouet, créant panique et confusion. Après quelques premières attaques, ils envoient des chars Matilda au front pour écraser l'artillerie italienne. Ce qui va très vite créer une vague de désespoir au sein de l'armée italienne qui va se propager. Ils pensent ne pas pouvoir lutter contre ce nouveau char britannique qui apparaît et qui recevra le surnom de Reine du désert. Rien ne semble pouvoir le toucher. Un soldat australien a écrit dans une lettre: Les bruits des chars britanniques les terrorisaient et la vue de nos baïonnettes suffisait à les faire lever les mains. Ces fascistes des mauviettes. L'opération Compass a repoussé les Italiens. Elle les a complètement pris par surprise. Leur armée a commencé à s'effondrer très rapidement. Les Italiens ont alors cherché à se replier en Libye. La victoire sur les Italiens permet de sauver l'honneur, après l'humiliation de la défaite en France. Mais comment les rats du désert s'en sortiront-ils face à un ennemi bien plus meurtrier et plus sophistiqué, le légendaire commandant de chars allemand Erwin Rommel, et les machines de combat mortelles qu'il apporte avec lui? La portée et la trajectoire plate du 88 lui permettaient d'atteindre les chars ennemis avant même qu'ils ne soient en mesure de répliquer. L'obus quitte le canon à une vitesse d'environ 670 mètres par seconde. Après la chute de la France, face au Blitzkrieg allemand en juin 1940, les Britanniques et leurs alliés avaient besoin d'une victoire. Ils ont eu une seconde chance en Afrique du Nord, lorsqu'en décembre, les rats du désert et leurs machines de combat ont mis en déroute la 10e armée italienne qui espérait s'emparer de l'Égypte et du canal de Suez. Puis, à la surprise des Britanniques, ils se retrouvent à prendre les Italiens en chasse. Le lieutenant-général O'Connor rassemble à la hâte un nombre de véhicules rapides pour intercepter les Italiens en fuite. Il donne l'ordre à ses hommes de les arrêter à tout prix. En tête de la charge se trouvent des voitures de reconnaissance comme celle-ci, construites par le fabricant britannique Daimler et connue sous le nom de Dingo. Le Dingo a été conçu comme un véhicule de reconnaissance léger et faisait partie de l'éthos de l'armée britannique. Il était ses yeux et ses oreilles. Le nom Dingo est dérivé des chiens sauvages australiens, ce qui est assez approprié pour le désert. Comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule assez compact, pas très grand. Il accueille 2 membres d'équipage. Le conducteur ici, à droite, et le canonnier sur la gauche, équipé d'un fusil mitrailleur. L'armure à l'avant n'est pas trop mauvaise, et on a une plaque de 30 mm, mais seulement 12 mm sur le côté, donc pas génial. On a une visibilité à 360 degrés depuis le toit, ce qui est idéal pour le désert. On peut voir sur des kilomètres à la ronde. Si on voyait un dingo à l'horizon, c'est qu'une patrouille n'était pas loin derrière, ce qui indiquait évidemment qu'il y avait des forces plus importantes en approche. C'était le signal que les ennuis commençaient. Aux côtés du Dingo, parmi les véhicules à la disposition d'O'Connor,
se trouvait un véhicule bien plus réputé que n'importe quelle autre machine de combat britannique, la voiture blindée Rolls-Royce. Construite sur le même châssis que la Rolls-Royce Silver Ghost, elle était propulsée par un moteur à 6 cylindres en ligne de 7,5 litres, qui lui offrait une vitesse de pointe de 72 km/h. La Royal Air Force et l'armée de terre britannique l'ont utilisée. En 1940, ces véhicules blindés sont en service depuis 20 ans et arrivent au bout de leur durée de vie opérationnelle. Mais ils sont restés populaires auprès des rats du désert, pour de bonnes raisons. Même à l'époque, les chars n'étaient pas toujours utilisables et tombaient souvent en panne. Les Rolls-Royce étaient donc beaucoup plus populaires parce qu'elles pouvaient voyager plus vite, plus loin, et n'avaient pas besoin d'autant de carburant. Sans compter que les traces de son passage, comme la poussière soulevée par son déplacement, étaient loin d'être aussi évidentes que celles des chars. Avec un équipage de 4 hommes, dont un artilleur, la Rolls était redoutable. Elle était équipée d'une mitrailleuse comme celle utilisée lors de la Première Guerre mondiale dans les tranchées de la Somme. Ensuite, elle s'est dotée d'un fusil anti-char capable de détruire la plupart des autres véhicules blindés et quelques chars légers. Sous le commandement du lieutenant-général O'Connor, les dingos, les chars légers et les véhicules blindés se dirigent vers le sud, dans le désert, afin de pourchasser la 10e armée italienne en fuite vers Tripoli, en Libye. Ils se déplacent rapidement à travers le désert et frappent durement, comme l'aurait fait la cavalerie au siècle précédent. Ils érigent des barrages routiers à Bedafom, à peine 30 minutes avant l'arrivée du reste de la 10e armée italienne. L'armée italienne avait encore une quantité importante de blindés et la moitié de ses hommes. Mais ils ne s'attendaient pas à trouver au petit matin les véhicules blindés britanniques bloquant la route côtière vers le sud. Les chars blindés ont bloqué le col, si bien que les Italiens devaient leur passer sur le corps s'ils espéraient rejoindre leur sanctuaire. Mais après 2 jours de combat, ils ont presque tous jeté l'éponge. Le plan d'O'Connor dépasse ses attentes. À la fin de la bataille de Bedafom, les officiers britanniques rapportaient le nombre de prisonniers italiens qu'ils avaient en termes de superficie. Ils disaient « j'ai 1 hectare d'officiers et 4 hectares d'autres grades », tant il y avait d'Italiens qui avaient capitulé. Malgré la victoire, la bataille marque la fin d'une époque pour l'une des machines de combat les plus appréciées des rats du désert. Bedafom était en quelque sorte le champ du cygne de la Rolls-Royce comme véhicule de reconnaissance blindé de première ligne avec la 7e division blindée et l'ensemble de l'armée britannique dans le désert de l'Ouest. Elle a roulé dans certains cas pendant plus de 20 ans et était bien trop usée. Elle ne rivalisait plus avec certains des modèles les plus modernes. L'opération Compass et la bataille de Bedafom contribuent à la réputation des rats du désert. Mais le 12 février 1941, 5 jours seulement après la victoire de Bedafom, une force plus redoutable arrive en Afrique du Nord. L'Afrika Korps, dirigé par le général Erwin Rommel et ses colonnes mortelles de chars Panzer. Rommel s'est déjà fait un nom en commandant une division de chars d'attaque en France en mai 1940. Rommel est un homme d'action, un général qui veut que les choses soient vite faites et bien faites, et qui est prêt à prendre des risques. Mais dans le désert, le Führer veut que son célèbre général use d'une stratégie plus prudente. En réalité, Hitler n'a jamais eu l'intention de s'impliquer dans la guerre en Afrique du Nord. Pour lui, c'était la folie de Mussolini. La mission de Rommel était simplement de soutenir les Italiens. C'était une guerre italienne. Rommel décide d'ignorer les ordres d'Hitler, considérant qu'il s'agit bien d'une guerre allemande. Il compte bien anéantir les Britanniques et leurs alliés.
Pour commencer, Rommel envoie une arme qu'il sait capable de protéger ses troupes et d'affaiblir l'ennemi. Voilà le légendaire canon flak de 88 mm. C'était l'arme préférée de Rommel. Quand il est arrivé à Tripoli pour la première fois et que l'Africa Corps est arrivé au port pour soutenir les Italiens, il a aussitôt envoyé un bataillon anti-chars et un bataillon de reconnaissance mécanisé à l'est de Tripoli pour se protéger de l'arrivée des Britanniques à l'ouest. Le bataillon anti-chars était composé de Flak 88. Ils ont eu un rôle défensif pour protéger ces opérations. Construit initialement pour armer les dreadnoughts de la marine allemande d'avant la Première Guerre mondiale, le 88 est l'une des armes les plus polyvalentes de l'histoire et peut être aussi dévastateur sur terre qu'en mer. Ils sont tellement craints qu'ils sont interdits dans le cadre du traité de Versailles de 1919. Mais plus pour longtemps. Quand, en 1935, Hitler dénonce le traité de Versailles, les canons sont déjà produits dans la plupart des grandes usines métallurgiques allemandes. Dans le Troisième Reich réarmé, les 88 doivent servir à se défendre contre les avions. Les Allemands prétendaient qu'un obus tiré de son canon pouvait atteindre une hauteur de presque 10 000 mètres. Il est conçu principalement comme un flak. C'est l'abréviation du mot allemand Fliegerabwehrkanone, c'est-à-dire un canon antiaérien. Puis, lors de la bataille pour la France en 1940, Rommel donne au 88 un nouveau rôle, celui de canon anti-char. Rommel se rend compte que le canon anti-aérien de 88 mm est un canon perforant. Et il insiste pour qu'il soit dirigé sur les chars britanniques en approche. Avant de se rendre en Afrique du Nord, il connaît déjà l'efficacité du canon et voit les avantages de la puissance de feu du 88 mm contre des véhicules tels que le Matilda II. Voilà l'un des obus du Flak 88. C'est un obus anti-char, une belle munition de 10 kg. Lors d'un tir anti-char, il n'y a pas d'armement de l'obus. L'un des chargeurs ramasse l'obus et le pousse à l'arrière de la brèche de l'arme. Un autre canonnier ferme la brèche juste derrière. En mode anti-char, celui qui est assis près du canon pointe celui-ci dans la bonne direction et fait signe à celui de derrière d'appuyer sur la détente. Feu! L'obus quitte le canon à une vitesse d'environ 670 mètres par seconde. La portée et la trajectoire plate du 88 lui permettaient d'atteindre les chars ennemis avant même qu'ils ne soient en mesure de répliquer, à presque 3 km. Il pouvait démolir un char d'assaut à plus de 2000 mètres. C'était un détournement très efficace d'une arme pour en faire un anti-char. Un commandant de char britannique a écrit « J'ai vu 3 des premiers Matilda s'arrêter brusquement et s'enflammer. Les Allemands avaient clairement un canon anti-char. Et même les Matilda n'étaient pas à l'abri. Je compris alors qu'aucune de nos batailles à venir ne serait aussi facile que l'année précédente. » Même si les obus du 88 ne portaient pas d'explosifs, ils pouvaient infliger des dégâts considérables. Cet obus de tungstène perforait le côté de la tourelle et rebondissait à l'intérieur, jusqu'à ce que tout ce qui s'y trouve soit anéanti ou ait pris feu.
Le feu ne prenait pas suite à une explosion, mais l'obus créait tellement d'étincelles en rebondissant dans cette boîte métallique que tout le contenu du réservoir s'enflammait. C'est une arme à énergie purement cinétique. La puissance des 88 donne aux hommes de Rommel un avantage certain sur les rats du désert. Mais Rommel n'a pas seulement apporté un canon anti-char dans le désert. Il a à sa disposition une autre machine de combat mortelle, le Panzer III. En février 1941, l'Africa Corps, dirigé par le général Erwin Rommel, rejoint ses alliés italiens lors d'une campagne pour prendre le contrôle de l'Afrique du Nord. Face à eux se trouve une force britannique, australienne, indienne et sud-africaine connue sous le nom de rats du désert. L'une des grandes caractéristiques de la guerre du désert de 1940 à 1942 est la façon dont l'avantage a si facilement changé de main. Les Italiens connaissent un succès initial, puis se font écraser par les Britanniques. Les Britanniques perdent le ballon des yeux et Rommel arrive. C'est un favori d'Hitler, quelqu'un d'ambitieux et de rapide. Rommel a apporté avec lui la machine de combat que les Alliés redoutent le plus, un char de 25 tonnes, connu sous le nom de Panzer III. Dès que le soleil se lève dans la brume du matin, le régiment commence à rouler vers l'avant. Nous nous dispersons dans le désert à 40 ou 50 km/h sur notre Taco. Mais le plus beau, c'est l'attaque. Le Panzer allemand, notre beau et fier Panzer qui ronronne. Panzer, Panzer à l'avant. Le Panzer III de 5,50 m de long a été conçu en 1937 comme principal char de première ligne pour tout conflit à venir. Comme ils savent que le Panzer III mènera l'attaque et croisera potentiellement des chars ennemis en face, ils l'équipent d'une arme anti-char. Ils commencent donc par lui donner le canon de 37 mm, qui est le canon anti-char standard de toute l'armée allemande. Dans les années 30, de nombreux pays ont des canons anti-chars de ce calibre. Mais la bataille pour la France a montré aux Allemands que le Panzer manquait de puissance. Le sommet de la hiérarchie allemande réclame un canon plus gros. Très vite, Hitler, qui influence énormément la conception des chars allemands, exige une meilleure protection des chars et plus de puissance de feu. Ainsi, sous la direction du Führer, le Panzer III est équipé d'un canon de 50 mm, bien plus puissant que celui des chars britanniques. Malheureusement pour ces derniers, une mise à niveau similaire sur le Matilda s'est avérée impossible. L'un des plus gros problèmes que pose l'installation d'un nouveau canon sur un char d'assaut est que la taille, le diamètre des tourelles, tend à limiter la largeur du canon que l'on peut y installer. Le Matilda a une petite circonférence de tourelle, ce qui signifie qu'une amélioration n'était tout simplement pas possible. Le Panzer III a une tourelle beaucoup plus large. Sa capacité à recevoir plus de puissance de feu signifie qu'un Panzer III peut durer plus longtemps en première ligne que le Matilda. Les conditions difficiles rencontrées en Afrique du Nord obligent à faire de nouvelles modifications du Panzer III. L'autre problème avec le désert, bien sûr, c'est tout simplement le paysage qu'ils vont devoir affronter. Ce paysage avec ses cailloux et son sable à perte de vue qui encrasse le véhicule. La poussière peut bloquer les filtres. Ils ont essayé de les garder propres pour que les moteurs ne flanchent pas. Tous ces facteurs rendent la guerre dans le désert bien plus difficile que ce à quoi ces chars étaient habitués dans le nord-ouest de l'Europe.
À l'arrière, on a un moteur Maybach TRM 120 qui a un système de filtration supplémentaire pour la campagne nord-africaine qui empêche la poussière d'atteindre le moteur et le maintient refroidi à l'arrière. Ce système permet au Panzer III d'atteindre une vitesse de pointe de 40 km/h. Bien qu'il soit plus rapide que la plupart des chars britanniques, le Panzer reste vulnérable aux attaques. Une autre modification est nécessaire. On voit qu'une plaque de blindage supplémentaire de 2,5 cm a été ajoutée à l'avant du véhicule, là où il pensait être le plus susceptible d'être frappé. La guerre du désert de 3 ans, entre les Panzers de l'Africa Korps et les chars d'assaut des rats du désert, s'est déroulée sur une bande de terre d'à peine 64 km, bordant la mer. Le problème, c'est que la ligne de front faisait 2400 km de long. Les lignes ennemies ont en fait joué au yo-yo. Quand les Alliés avançaient, les Allemands reculaient, et quand les Allemands avançaient, les Alliés reculaient. Rommel a utilisé des tactiques ingénieuses contre les Alliés, ce qui lui a valu le surnom de renard du désert. Son dynamisme, son leadership charismatique, sa vitesse de déplacement et l'instinct qu'il avait pour la guerre dans le désert ont fait de lui une légende. Il laisse les chars britanniques attaquer son écran anti-char. Mais sur leur chemin, il dresse des canons Flak 88. Dans le même temps, les Panzers attaquent le flanc et l'arrière des Britanniques. Au départ, l'armée britannique charge les Allemands sans méfiance. Elle se laisse attirer par les Panzers, qui ensuite disparaissent derrière un écran de canon anti-char, ne laissant pas aux Britanniques le temps de comprendre ce qui leur arrive. Plus tard, à mesure que les Britanniques s'améliorent en tactique du désert, ils tombent moins souvent dans le piège de Rommel, qui consiste à pousser les Britanniques à attaquer. En août 1942, après 2 ans de combat, Rommel a repoussé les rats du désert vers la ligne El Alamein, en Égypte. Si les Allemands passent, l'Afrique du Nord est perdue. Les Britanniques savent que s'ils battent en retraite au-delà d'Alexandrie ou du Caire, alors tout le delta sera à la merci de l'ennemi. El Alamein devait être la dernière ligne de défense. La situation est si grave qu'au Caire, les Britanniques brûlent des papiers officiels pour ne pas qu'ils tombent entre les mains de l'ennemi. Mais peut-il encore y avoir un espoir pour les rats du désert? Des renforts mécanisés apparaissent sous la forme d'un nouveau char américain plus puissant, conçu pour tenir tête au Panzer, le Grant M3. Il a permis aux Britanniques de se mesurer aux Allemands à armes égales. Un nouveau commandant britannique prend la relève pour affronter Rommel, le lieutenant-général Sir Bernard Law Montgomery. Si Monty était aux commandes, on savait que la mission allait réussir. En août 1942, 3 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, le commandant de l'Africa Korps, Erwin Rommel, a repoussé la force alliée connue sous le nom de Rats du désert à El Alamein, en Égypte. Le port d'Alexandrie, un point stratégique important, n'est qu'à une centaine de kilomètres. Et si les Allemands passent, l'Afrique du Nord est perdue. Le moral des Rats du désert est au plus bas. Les chars allemands dominent le champ de bataille. Un homme est chargé de remporter la victoire, le lieutenant-général britannique Sir Bernard Law Montgomery. L'un des subordonnés de Montgomery le décrit comme étant aussi rapide qu'un furet et à peu près aussi sympathique. Les hommes croyaient en lui parce qu'il avait du charisme et une grande confiance en lui. Il était en quelque sorte la version britannique de Rommel. Si Monty était aux commandes, on savait que la mission allait réussir. Le 23 octobre, Montgomery commence la contre-attaque des Rats du désert. Il lance l'opération Lightfoot.
Monty était déterminé, selon ses propres dires, à débarrasser l'Afrique de Rommel pour de bon. Le 23 octobre, la bataille commence avec ce gigantesque barrage d'artillerie illuminant la nuit par les éclairs de centaines de canons alliés martelant les positions allemandes. Le plan de Montgomery est de feinter une attaque dans le sud pour y attirer les Allemands, tandis que l'infanterie britannique avancerait sur 2 couloirs à travers les champs de mines allemands et au-delà de leur défense pour permettre aux blindés de passer et d'attaquer les chars allemands. Rommel est en infériorité numérique. Sur un front de 64 km, il dispose de 100 000 hommes et de 675 chars, contre 150 000 hommes et 1000 chars pour Montgomery. Nombre de ces chars étaient de nouveaux modèles américains spécialement adaptés à la guerre du désert, comme le Grant M3. Le Grant M3 a exactement ce dont les rats du désert avaient besoin. Une plus grande puissance de feu. Pour répondre au panzer allemand, un canon de 75 mm a été ajouté sur le côté droit du char. La tourelle, avec son canon de 37 mm, a elle été décalée vers la gauche pour l'équilibre. Le Grand M3 a été le premier char que les Britanniques ont pu amener dans le désert, qui était équipé d'un canon de 75 mm. Jusque-là, ils avaient dû se contenter d'armes de plus petit calibre et beaucoup de chars avaient des canons de 2 livres. Le Grant a véritablement surpris les Allemands qui se sont retrouvés sous le feu d'obus de 75 mm, tirés à plus de 1200 mètres. Le char Grant est une sorte d'hybride qui arborait à la fois un canon de 75 mm sur le côté et un de 37 mm dans sa tourelle. C'était un mélange un peu étrange parce que la puissance de feu principale avait moins de fluidité que la tourelle plus petite. Le Grant M3 est une version modifiée d'un char connu sous le nom de Lee M3. Les Britanniques en ont fait modifier les systèmes de communication. Le char Lee avait un équipage de 7 personnes, tandis que le Grant n'en avait que 6. Les Britanniques ont en fait demandé que les radios soient placées dans la tourelle. Les chars américains, eux, avaient la radio dans la coque. Ainsi, il n'était plus nécessaire d'avoir un homme pour faire fonctionner la radio. On pourrait penser que ça libérait de l'espace, mais en réalité, on est très serré à l'intérieur. Le Grant M3 fait un bel effet dans le désert, mais il a ses défauts. La plupart des chars sont soudés, tandis que le Grant M3 est rifté, ce qui le rend dangereux pour les soldats à l'intérieur. Si les rivets étaient touchés par un obus, ils pouvaient se détacher à l'intérieur du char et partir en ricochet, ce qui est très dangereux pour l'équipage. Les Grant ont un moteur à essence construit par la compagnie américaine Wright Continental. Malgré une belle vitesse maximale de 40 km/h, ils sont néanmoins très difficiles à démarrer. Il y a un moteur d'avion à l'arrière. C'est un moteur radial qui doit être mis en route avant de démarrer le véhicule. C'est un sacré effort à fournir pour celui qui est désigné pour faire tourner le moteur. Il faut le faire tourner environ 50 fois pour s'assurer que l'huile pénètre bien dans tous les cylindres. C'était tout de même une arme essentielle sur le champ de bataille et il a permis aux Britanniques de se mesurer aux Allemands à armes égales. Malgré leurs nouveaux chars et leur supériorité numérique à El Alamein, près d'une semaine après le début de l'opération Lightfoot, les rats du désert n'ont toujours pas réussi à percer les lignes allemandes et italiennes. La bataille est intense et les pertes en termes mécaniques sont très élevées dans les deux camps. Montgomery est impitoyable. Il n'abandonne jamais un plan une fois qu'il est mis en marche. Mais même lui se rend compte que l'opération Lightfoot n'aboutira pas. À El Alamein se joue une autre bataille. Celle menée en coulisses par les ingénieurs des deux belligérants pour que leurs chars soient réparés et opérationnels. Le désert n'est clément ni avec les hommes, ni avec leurs machines de guerre. Le désert est un terrain très difficile. On manque terriblement d'eau et les zones rocheuses sont fatales pour les véhicules. Elles dégradent les chenilles des chars, déchiquettent les pneus et la poussière bouche les moteurs.
Ceux qui restaurent aujourd'hui les chars de la Seconde Guerre mondiale, dont certains sont d'anciens membres d'équipage de chars d'assaut, sont bien conscients du dévouement de ces ingénieurs. On peut en dire beaucoup sur la camaraderie qui existe entre les membres d'équipage qui travaillent sur l'un de ces véhicules. J'en ai fait l'expérience moi-même. Le vrai travail d'équipe, c'est quand 4 personnes, c'est-à-dire le nombre nécessaire pour faire fonctionner cette machine, doivent travailler de concert pour naviguer sur le terrain, repérer les cibles, charger les munitions, viser les cibles, tirer et frapper. Mais pour que tout cela fonctionne, quand le véhicule est en panne, c'est une autre équipe qui doit, à son tour, réparer la machine dans des conditions aussi défavorables que le désert, souvent sans l'équipement adéquat et sous les tirs ennemis. Si on fait ce travail, c'est en partie pour rendre hommage à ces gens et aux membres d'équipage des chars d'assaut. Début novembre 1942, à court de carburant et affaibli par 5 jours de combat à El Alamein, Rommel n'a plus que 35 chars en état de marche. Montgomery met au point un nouveau plan, baptisé Opération Supercharge, qui selon lui achèvera une bonne fois pour toutes le renard du désert Rommel. Un mélange de chars, d'infanterie et d'artillerie doit charger les lignes ennemies pour détruire leurs chars et leur ravitaillement. Le plan fonctionne. La ligne allemande est fracturée. Les blindés passent au travers et le 2 novembre, les chars ennemis sont mitraillés par des avions britanniques arrivés en renfort. Rommel se rend compte qu'il va devoir battre en retraite. Hitler lui ordonne de ne pas céder. Il doit faire face et mourir. Il pense que c'est une bataille médiévale où on doit tenir et se battre jusqu'au dernier homme. Rommel ignore le commandement d'Hitler et bat en retraite. En mai 1943, les Allemands et les Italiens déposent les armes, mettant fin à la guerre du désert. Cyril Jolly, un commandant de chars britannique, écrit « Au lever du soleil, c'était merveilleux de voir à nouveau la brigade se déployer en formation de combat ouverte. Avec le sable flottant dans le sillage des chars, alors que nous nous déplacions en un grand arc de cercle pour stopper l'ennemi. C'est une victoire coûteuse. 5000 hommes ont trouvé la mort à El Alamein. Ce fut un tournant important dans la Seconde Guerre mondiale. Avant El Alamein, les Alliés n'avaient jamais remporté de victoire majeure. Après El Alamein, ils n'ont jamais subi de défaite majeure. Ça a marqué un tournant. Les forces britanniques, mieux soutenues et mieux équipées, avaient enfin réparé leur humiliation en France. Après 3 années de défaites continues, de privations, de terreur et d'invasion allemande, les armées britanniques ont fait ce qu'elles avaient toujours fait par le passé. Elles ont remporté une victoire contre la fierté des forces allemandes, Rommel et l'Afrika Korps. La crème de la crème allemande est vaincue par la 8e armée britannique. Les rats du désert et leurs machines de combat ont fini par triompher des éléments et de l'armée de Rommel. Dans ce combat de titans, les Britanniques ressortaient enfin vainqueurs. Dorénavant, avec la main-d'œuvre et l'armement américain, la victoire sur le Troisième Reich est proche de devenir une réalité.